bien bonjour, petite séance de correction en ligne afin que vous puissiez préparer le devoir de la semaine prochaine, étant donné que je n'ai pas pu vous rendre mercredi vos précédents devoirs. Alors, d'abord, un constat sur le plan de l'apprentissage des leçons et donc au niveau des connaissances que vous restituez, le travail que vous fournissez dans l'ensemble est satisfaisant. C'est tout de même rassurant compte tenu que vous faites preuve quand même de légèreté et d'un grand manque de rigueur quand il s'agit d'exercices courts faits en classe ou demandés à la maison, lesquels je vous donne à faire dans l'intention d'améliorer vos moyennes. On ne peut pas dire que vous mettiez beaucoup en ce sens, puisque sur les deux premières notes sur 10 coefficientés 0 qui vous ont été attribuées ce trimestre, beaucoup de gens n'ont pas fait les exercices ou les ont mal fait, ce qui laisse présager qu'au final, quand on additionnera les deux meilleures notes, on n'aura pas forcément des résultats supérieurs à ceux des devoirs longs, en principe plus difficiles. Bon, c'est un peu dommage, il faudrait vous organiser différemment. J'ai un peu de mal à comprendre que vous me disiez le lundi que oui, vous savez qu'il y a un exercice à faire, mais que je l'ai demandé pour le mercredi, et que 2 jours après, vous ne me les donnez pas, vos devoirs, en prétextant que vous avez oublié. Bon, c'est votre problème. Pour en revenir aux devoirs longs, je vous rappelle qu'il est prévu d'en faire 3 voire 4 ce trimestre. Là encore, l'idée serait de garder les meilleures notes, en tout cas d'enlever le moins bon devoir, et de vous préparer à ce qui vous attend en terminale, au moins pour ceux qui feront la spécialité en terminale, puisque il apparaît que la plupart des correcteurs exigent non pas une étude critique de documents dont on ne connaît pas très bien d'ailleurs quelle serait la forme, mais un commentaire composé, un exercice de vieux style comme nous avions l'habitude d'en pratiquer quand nous-mêmes, professeurs, nous étions élèves, mais que vous n'avez pas été formé à produire jusqu'ici. Et puis, en fait de composition, c'est un peu la même chose. On s'aperçoit que les correcteurs du baccalauréat privilégient des commentaires composés. Donc, la barre est assez haute sur le plan méthodologique, puisque j'essaie de vous faire produire des dissertations plutôt que des compositions. Cela dit, le barème est sur 22. Et de la même manière, j'aimerais bien que vous fassiez des commentaires composés plutôt que des études de documents, de façon à préparer le jour où vous serez évalué sur un travail qui n'est pas la restitution pure et simple du cours d'un professeur qui aime à se relire et qui apprécie ses propres enseignements. Vous savez bien qu'au baccalauréat, vous serez noté par quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui ne sait pas non plus forcément ce que vous avez fait en classe. Les programmes sont identiques, mais pas les méthodes, ni la façon évidemment d'interpréter le passé et le présent. L'histoire, c'est regarder le passé avec les yeux du présent. La géopolitique ou la science politique, c'est regarder le temps présent, voire essayer une approche prospective. Dans tous les cas, il y a une part de subjectivité. Il est donc important que vous étayiez vos affirmations, que vous argumentiez de manière à ce qu'un correcteur puisse ne pas approuver vos conclusions, mais vous mettre des points quand même, parce que votre travail est bien documenté et est logiquement fondé. Bon, ceci étant dit, si je regarde vos devoirs, quelles difficultés peut-on observer qui justifient que pas mal de gens n'aient que des 12, des 13, des 14, alors qu'une composition, normalement, ça doit permettre d'arriver à des très bons résultats dès qu'on est sérieux. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez été sérieux. Donc il y a un problème de méthode qui vous empêche d'avoir les notes excellentes qui seraient souhaitables d'obtenir dans le cadre d'une composition. Premier problème sur le fait que beaucoup d'entre vous se limitent à une restitution du cours. C'est une démarche très scolaire qu'on peut critiquer sur le fond, mais qui en soi ne pose pas vraiment de problème. On est quand même à l'école, même si c'est une école secondaire. Si vous restituez les leçons correctement, on n'a pas de raison de vous sanctionner, surtout si vous les restituez en les argumentant, en les exemplifiant. Simplement, pour les gens qui
optent pour cette solution, il y a quelquefois une difficulté à bien cerner la consigne. Je ne prendrai qu'un exemple, c'est celui du premier sujet sur la puissance internationale, ou les puissances internationales, avec la suggestion d'un plan, ce qui doit vous aider. Vous n'êtes pas obligé de le suivre littéralement, mais enfin c'est une indication. Donc définition, situation actuelle et exemplification sont les trois axes indiqués. Il y a quand même pas mal de lycéens qui vont restituer le chapitre 6 à peu près in extenso, quelquefois d'une manière assez fouillée et valable, mais qui oublie qu'en réalité, la question porte sur la définition même de la puissance. Si vous ne reprenez que le chapitre 6 et que vous oubliez le lancement du thème sur les puissances, c'est-à-dire le début du chapitre 5, si je ne m'abuse, eh bien, vous allez assimiler la puissance à l'influence, purement et simplement. Alors que la puissance est aussi la capacité d'agir, soit en contraignant les autres, hein, en leur faisant faire des choses, ou bien en les empêchant de faire leur politique. Bien sûr que vous arrivez à l'évoquer souvent par le biais d'une définition du hard power, mais enfin, malgré tout, pas mal d'élèves qui se sont lancés dans la restitution du cours en croyant bien faire négligent en préalable d'expliquer ce que c'est qu'une puissance. En gros, on appelle puissance n'importe quel État et n'importe quelle nation. Et dès qu'une nation existe, elle a forcément une influence, une capacité d'action sur son entourage proche, donc elle devient une puissance internationale. Il est intéressant de traiter dans ce sujet des caractéristiques de ceux des États qui ont une puissance s'exerçant sur le monde entier, donc qui sont des puissances globales, et puis de voir quels pays peuvent avoir des influences régionales à l'intérieur des puissances. Certaines ont plusieurs cordes à leur arc, et puis d'autres n'ont une influence importante territorialement ou sectoriellement que dans des domaines circonscrits. En général, vous brossez un tableau qui quelquefois fait un peu l'impasse sur le distinguo entre puissance installée et puissance ascendante, puisque certains pays émergents sont déjà des puissances mondiales. Et puis un autre petit problème, c'est que vous négligez l'Europe qui n'est souvent évoquée que comme Union européenne. Il y a en Europe au moins trois puissances notables, si ce n'est quatre ou cinq. Il y a deux puissances moyennes mondiales, la Grande-Bretagne et la France, dotées d'armes nucléaires, présentes à l'ONU, ayant des bases militaires un petit peu partout dans le monde et jouissant encore d'un prestige considérable. Et puis vous avez la puissance allemande qui est une des principales puissances commerciales dans le monde. Vous avez des pays qui officiellement ne font pas partie du G20 mais qui y sont toujours conviés. Les Pays-Bas, l'Espagne. Bon, il y a aussi l'Italie. Ne pas les évoquer du tout, c'est un petit peu gênant. De même que pour ceux qui ont l'idée de s'appuyer sur deux exemples pour déboucher sur des considérations générales, c'est un petit peu problématique de détailler par exemple les caractéristiques de la France et de la Russie sans du tout évoquer après dans le contexte de la domination actuelle, l'hégémonie des États-Unis. Voilà. Euh, donc au niveau du contenu restitué, il peut y avoir des maladresses. C'est un peu la même chose pour le sujet sur la puissance américaine, où les lieux de la puissance américaine sont souvent évoqués d'une manière très descriptive, sans que vous expliquiez ce qu'ils montrent de, euh, d'expression de la puissance, euh, qui est moins concentrée aux États-Unis que dans d'autres nations. Par exemple, en France, tous les pouvoirs sont plus ou moins fermement installés, ancrés dans la capitale, Paris. Ce n'est pas du tout le cas du système états-unien, et qui a en plus déployé dans le monde une seconde Amérique, hein, faite d'un réseau de bases militaires, pour ne pas parler des firmes transnationales qui dépendent de sociétés dont le quartier général et le capital sont américains. Donc voilà, il y a certainement quelquefois des petites lacunes et ça peut nuire à votre résultat, comme aussi quelquefois des problèmes de terminologie, notamment rencontrés pour certains sujets qui ont été traités convenablement, à ceci près que le vocabulaire est approximatif.
Cela dit, et pour conclure, votre principal problème d'un point de vue d'élève qui est soucieux d'avoir des notes correctes, voire de très bonnes notes, c'est le retard méthodologique dont vous souffrez encore. Je veux dire par là que vous êtes peu nombreux à faire une introduction et une conclusion complètement recevables. Je rappelle que dans une composition, il faut une phrase d'entrée en matière ou d'amorce ou d'accroche. Il vous arrive de l'oublier, de ne pas le faire, de passer directement à la reformulation du sujet. Et pour ceux qui ne l'oublient pas, vous avez encore pas mal de maladresse dans le sens où votre première euh, phrase, sa phrase dite d'accroche, n'est pas toujours consensuelle. Elle peut prêter à discussion. Votre première affirmation doit être admissible par tous. Pour certains, elle n'est qu'à moitié admissible. C'est la même chose pour la reformulation. La reformulation est trop souvent incomplète. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que la puissance, c'est purement et simplement l'influence, ou l'influence et le rayonnement, ce qui est l'aspect de la puissance détaillé dans le chapitre 6. Mais il y a aussi, évidemment, dans la notion de puissance, l'autorité, le prestige dont vous pouvez jouir, les compétences qu'on vous reconnaît, le rayonnement, la séduction de votre civilisation, et puis le poids économique, les moyens que vous mettez sur le terrain pour imposer vos vues. Ceci ne doit pas être oublié, donc dans une introduction, il est réducteur d'assimiler complètement la puissance à l'influence sans préciser ce qu'on entend par là. Donc, pour certaines copies, on n'est pas en mesure de vous mettre le point correspondant à la reformulation du sujet, étant donné que la définition que vous rédigez semble partielle. Euh, la reformulation du sujet, c'est aussi la reformulation de la question implicite posée par lui. La plupart d'entre vous, vous y parvenez, et il faut penser à annoncer un plan. Là, bizarrement, des élèves ne le font pas, et ensuite, ils mettent un plan numéroté et apparent, alors qu'au baccalauréat, on estime que la spécialité d'histoire-géographie est une épreuve relevant d'une discipline littéraire. Donc c'est assez malvenu, ça risque d'être mal reçu. Pensez à annoncer votre plan. À cet égard, il est quelquefois un peu inélégant, tout dépend de la manière dont vous avez rédigé votre introduction en réalité, de recopier purement et simplement le plan suggéré, c'est-à-dire de recopier la consigne. Il vaudrait mieux annoncer ou laisser présager la nature de vos réponses. Voilà. Cela dit, franchement, si vous êtes méthodique, vous allez avoir 3 points sur 3 dans l'introduction. Et il y a des élèves qui ont du mal à reformuler d'une manière très élégante, mais qui ont 3 points sur 3 parce qu'ils ont compris les 3 étapes qui sont nécessaires. D'autres qui sont plus à l'aise vont se disperser et ne faire que reformuler le sujet, par exemple, en oubliant complètement d'annoncer un plan cohérent ou de rédiger une entrée en matière. Donc faites-y attention parce que 3 points pour l'introduction, c'est bien. 4 si vous problématisez, c'est encore mieux. Et je vous rappelle que dans une dissertation, normalement, il faudra ajouter à la question qui est posée par le sujet, même de manière indirecte, une autre question qui est choisie par vous et qui vous permettra de faire un développement plus argumenté, plus organisé, puisque vous savez à l'avance que vous allez déboucher sur euh, une réponse, sur une thèse. Et non seulement ça va vous aider à faire un développement structuré, mais ça va vous permettre de gagner aussi un point de plus dans la conclusion. Je vous rappelle en tout cas que dans le cadre des évaluations que vous ferez ce trimestre, si vous faites une composition, vous êtes noté sur 20. Si votre composition a les caractéristiques d'une dissertation, vous êtes noté sur 22. Vous avez donc vraiment intérêt à essayer de formuler une problématique. La problématique sur les puissances, c'est peut être quelque chose d'assez simple. La suprématie états-unienne est-elle réellement menacée? Ne reste-t-il plus aux États-Unis que l'arme militaire pour dominer les autres? Y a-t-il un virage stratégique et le leadership habituel des États-Unis, leur multilatéralisme est-il épuisé?
ce sont des questions possibles. On pouvait aussi se demander sur les puissances quel était l'avenir des puissances européennes si elles entendaient rester souveraines. Pour les frontières, est-ce que l'effacement des frontières du fait de la mondialisation n'était pas un processus du passé, les frontières étant amenées à être renforcées, à redevenir plus étanches dans le contexte du protectionnisme affiché aujourd'hui par beaucoup de pays et en tenant compte de la montée dans les opinions publiques d'une hostilité aux migrations de plus en plus manifeste. Voilà, et tout dépend de ce que vous avez envie en fait de dire dans votre devoir, quel aspect vous aimeriez bien mettre en avant. Et évidemment, il faut se poser une question dont on connaît la réponse, hein, voilà, mais qui n'est pas encore une fois la réponse formulée par le sujet. C'est une question que vous ajoutez. Euh, Dans la conclusion, il est important de donner un bilan. Donc on voit encore certains élèves qui euh, donnent en conclusion une phrase qui est quasiment la même que celle qu'ils ont écrite dans l'introduction. Ce qui veut dire que leur bilan, c'est leur entrée en matière. Et quelquefois, leur développement ne va pas tellement au-delà de cette entrée en matière, ce qui fait que euh, l'impression du correcteur, c'est de lire 3 fois la même chose, quelquefois avec les mêmes mots. C'est assez maladroit. Il est évident que le bilan n'est pas un résumé de tout ce que vous avez pu dire, mais c'est un résumé de ce qui est le plus important dans votre devoir et ce qui est le plus important dans votre développement. Ça ne doit pas être la contextualisation, en gros, que votre introduction a faite du sujet. Il faut quand même avoir amené quelques idées intéressantes, quelques faits. Bon, voilà. Ensuite, il faut ouvrir le sujet, donc se poser une question sur le même objet dans un autre contexte, par exemple les frontières dans l'avenir, bon, les puissances dans l'espace quand nous l'aurons conquis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, pour le troisième sujet, qui n'est ni les puissances ni les frontières, mais les lieux de pouvoir et les manifestations donc du leadership américain. Ça pourrait être une comparaison avec les lieux de pouvoir et la manifestation de l'influence européenne dans le monde, euh, sachant qu'il serait intéressant de comparer le fonctionnement de l'Union européenne à celui des États-Unis, mais qu'il ne s'agit pas de répondre, bien entendu. Voilà, donc cet aspect méthodique, 3 points pour l'intro, voire 4, 2 points pour la conclusion, voire 3. Vous voyez bien que ça peut ajouter à votre résultat final 5 points, voire 6 ou 7. Et donc beaucoup de gens qui ont des 12 ou des 13 auraient pu assez facilement avoir des notes excellentes parce que leur développement, même s'il est imparfait, tient la route. Simplement, le développement, c'est sur 15. D'accord? Donc, on ne peut pas, sous prétexte que le devoir est à peu près cohérent, si on veut vous préparer aux conditions réelles de l'examen, qui sont des conditions très dures. Je rappelle que la moyenne euh, de la spécialité au baccalauréat dans l'académie, même au lycée, c'est 11. Et 11, c'est quand même pas fameux. Et c'est moins bien que les notes qu'on a l'habitude de vous mettre au trimestre. Une des raisons, je le pense, j'en ai la conviction, même si je n'ai pas de preuves, c'est que l'épreuve telle qu'elle est mise en œuvre en fin de cycle invite à rédiger des devoirs dont vous n'avez pas l'habitude de vous exercer à les produire. Donc faites un effort, c'est à ça qu'on consacre le troisième trimestre, faire des dissertations et des commentaires composés. Plus tôt vous aurez la méthode en main, plus facile ce sera après de l'appliquer et dans toutes les disciplines, puisque chacun est obligé aujourd'hui, dans le contexte un peu flou euh, dans lequel on se trouve dans l'éducation nationale, eh bien, d'improviser des types d'exercices qui ne sont pas euh, conformes à ce qu'on appelait les épreuves canoniques. Et dans le cas précis, dans le cas d'espèce qui nous intéresse, c'est-à-dire en AGGSP, le problème, c'est que la pratique des collègues, c'est quand même d'attendre ça à l'examen. C'est ce qu'il nous semble. Donc, autant dominer un exercice qui, de toute façon, sera demandé en faculté et qui n'est pas si difficile pour ce qui concerne la composition. La composition, si vous maîtrisez bien votre cours, si vous le résumez correctement, si vous l'argumentez bien, il n'y a pas de raison de ne pas vous mettre une très bonne note au développement, voire de vous sanctionner parce que vous avez oublié une des 3 étapes attendues, vous n'aurez que 10 sur 15, mais dans tous les cas, si vous ajoutez une décoration,
un peu littéraire et pertinente à ce travail, il est facile d'avoir au moins 15. Vous voyez que là, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu en dessous, et c'est à cause de cette négligence que vous manifestez à l'égard de la méthodologie. Bon, comme on a dit que ce trimestre, on mettait le paquet sur l'exercice de type bac, je ne peux pas être gentil et ajouter 2 points à tout le monde pour faire bien. Non, vraiment, il faut que vous arriviez au bout de 2 ou 3 tentatives à faire des compositions qui ressemblent à des dissertes et des études de documents qui soient plutôt des commentaires composés. C'est l'objectif. De même qu'au précédent trimestre, on avait essayé de mettre l'accent sur l'oral parce que vous avez des épreuves orales au baccalauréat. Et là, vous êtes plutôt bon malgré tout. On peut toujours s'améliorer et gagner en autonomie, mais disons que vous êtes meilleur que la plupart des groupes auxquels on confie ce genre de mission. Voilà. Donc, nous referons un exercice sur 10, peut-être aussi une interrogation de vocabulaire à un moment. Ce serait bien que ces exercices plus faciles vous aident en termes de arithmétique à gonfler un peu vos résultats. C'est pas forcément ce qui va se passer puisque bon, vous n'êtes pas en grande difficulté en devoir long. On peut juste regretter que vous laissiez passer l'opportunité d'avoir de très bons résultats en ayant 3 sur 5, 2 sur 5, 1,5 sur 5 à l'intro et à la conclusion. Voilà. Et donc, peu d'élèves sont à 5 sur 5 ou carrément, grâce au bonus, à 7 points pour l'introduction et la conclusion. La plupart du temps, c'est parce que vous n'essayez pas. Vous êtes très, très préoccupé par le fait de réciter des infos et de le faire sur un mode descriptif plutôt qu'argumentatif. Et tout est lié. Si vous vous posez à vous-même une question qui vous intéresse, vous aurez envie d'y répondre. Donc, votre développement prendra la forme d'une thèse, ce qui va rendre votre devoir original, intéressant, et vous aidera à le structurer ou à l'étayer, même si en l'occurrence, je n'ai pas grand-chose à vous reprocher à ce niveau-là. Vous avez compris, ça c'est bien, qu'il ne suffit pas d'énoncer des choses vraies, encore faut-il montrer au correcteur que vous comprenez ce que vous dites et citer des faits pour étayer l'opinion que vous avez avancée. Bon, écoutez, je vous laisse réfléchir à tout ça en vue du devoir qui est prévu le 7 avril pour ceux qui sont présents. Pour les gens qui ne sont pas là parce qu'ils sont en déplacement, pas de problème. Si nous faisons au moins 3 devoirs surveillés ce trimestre, eh bien, vous en aurez fait 2 au lieu de 3 si vous avez manqué à cause d'un déplacement. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait remplacer la note précédente, enfin la note du devoir dont je vous parle aujourd'hui, à ceux qui n'avaient pas pu être présents. Logiquement, si on a 3 notes et qu'on décide d'enlever la moins bonne, le fait d'être présent 2 fois sur 3 n'est pas un problème. Évidemment, si vous êtes absent plus d'une fois, là, il faudra rattraper et entrer dans ces logiques très scolaires et un peu fastidieuses qui obligent à une certaine impartialité et donc qui nous contraignent à vous obliger à être assidus. Allez, bonne journée et à bientôt. Alors, j'ai pas reporté toutes les notes, je crois que celles du sujet 3, elles sont pas encore en ligne. J'essaierai de le faire ce soir. Nous sommes le 3 avril. Au revoir.